à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, un patrimoine passion consacré aux montres de collection. Les montres de collection qui peuvent constituer un placement dans certains cas, mais on voit un petit essoufflement sur certains modèles, en tout cas sur le marché des montres de collection. Nous allons essayer de tenter de comprendre ensemble si c'est le placement qui s'essouffle ou certains modèles stars, comme on peut le voir, notamment en ce qui concerne des montres Rolex ou Patek Philippe. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Paul, CEO et fondateur de Chronos 360. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet du crédit immobilier et notamment donc à la hausse des taux pratiqués par les banques qui peut venir être bloqué parfois dans le passage du dossier par le taux d'usure. Un sujet qui fait parler évidemment beaucoup de courtiers, mais sur lequel s'est exprimé le gouverneur de la Banque de France la semaine dernière. Nous reviendrons en plateau sur ces déclarations, mais de manière plus générale sur la situation du prêt immobilier actuellement avec Ludovic Usieux, cofondateur d'Artemis Courtage, mais aussi avec Cécile Roquelaure, directrice des études d'Empruntis. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion comme tous les mardis. Une question aujourd'hui, les montres de collection stars, les montres stars de collection plutôt, ont-elles toujours la cote? Une question que nous allons poser à Pascal Paul, CEO et fondateur de Chronos 360 qui nous fait le plaisir d'être aujourd'hui avec nous sur Smart Patrimoine. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas, merci. Bienvenue sur le plateau. Alors on se connaît, vous êtes déjà venu plusieurs fois sur le plateau de Smart Patrimoine. C'était généralement pour nous annoncer un marché qui était florissant, dynamique en matière de montres de collection. On voit quand même là depuis quelques semaines que certaines montres voient leur cote reculer, qu'il y a peut-être un petit peu moins d'investisseurs sur le marché. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi chez Chronos 360 ? Tout à fait, c'est ce qu'on a constaté sur la plateforme. D'ailleurs, c'est un constat qui est fait depuis déjà maintenant, 6 ou 7 mois. Oui, je disais quelques semaines, c'est quelques mois même. Quelques mois, on l'a vu arriver. Et puis pour nous, c'était pas vraiment une grosse surprise. Parce qu'en fait, il y avait une espèce de prime à la disponibilité que les investisseurs étaient prêts à payer pour certains modèles stars, best-sellers qui existent au catalogue des marques et sur lequel tout le monde investissait pour pouvoir avoir un retour, un gain rapide à la revente. Et aujourd'hui, cette prime à la disponibilité, elle a disparu, elle est en baisse. Donc du coup, les prix de ces montres qui avaient explosé. En gros, ça avait pris 200% en à peine 12 mois. Donc toutes ces pièces-là sont maintenant, il y a une espèce de correction de marché qui se fait. Et ça veut dire quoi? Il y a eu une bulle sur quelques modèles stars, un peu des montres de collection, c'est ça? Tout à fait. Il y a une bulle, c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt, parce que quand vous isolez ces trois pièces, vous avez un marché qui reste somme toute en croissance de plus de 15% par an. Mais il y avait une bulle sur ces trois modèles. Alors je peux les citer. Bien sûr, tous les gens qui s'intéressent aux montres les connaissent. On parle de la Rolex Daytona, qui est évidemment un modèle mythique. Vous avez aussi la Patek Philippe Nautilus sur différentes versions. Et il y a aussi la Audemars Piguet Royal Oak, qui sont les trois pièces on va dire stars de ce marché, qui ont tiré le marché, qui ont fait l'objet d'une bulle, parce que je pense qu'il y avait une forme d'afflux de liquidité. Que vous avez vu également sur le marché des montres de collection. Exactement. Cet afflux de liquidité, tout le monde sait qu'il y avait une politique accommodante avec une planche à billets qui tournait, des taux négatifs. Enfin, voilà, il y avait de l'argent et des personnes qui n'étaient pas nécessairement des gros investisseurs ou des anciens investisseurs des montres sont arrivés sur ce marché et étaient prêts à payer très cher pour des produits qu'ils n'arrivaient pas à trouver en boutique. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un retour d'investissement rapide. Ça a créé une forme de bulle. Et cette bulle, ça a duré 12-24 mois. Et puis aujourd'hui, il y a une forme de correction naturelle qui se fait sur un marché qui redevient, on va dire, un peu plus sain pour ceux qui s'y intéressent. Donc on était presque sur de la spéculation, c'est-à-dire qu'en fait, ils achetaient des montres pour ne pas les porter, mais pour le revendre 3 mois plus tard. Et ça a duré 7-8 mois. Et puis en fait, au bout d'un prix atteint maximum, là maintenant, ça dégonfle, c'est ça? Alors comme toute bulle, évidemment, il y a certes ceux qui ont acheté en dernier. Bien sûr, il y a des gagnants et des perdants, bien sûr. Vous morflez un peu, mais foncièrement, oui, il y avait une espèce de course en avant où, sur ces trois modèles où ça prenait... C'était hallucinant, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous avez une montre qui valait 80 000 €, vous veniez 3 jours après, elle se vendait 100 000 €. Ce qui est juste
juste incroyable. C'est des pièces qui se vendent entre 20 et 30 000 euros en boutique et qui se vendaient en 7 à 10 fois le prix en seconde main. Voilà, on était purement sur une bulle. Par contre, ce que je veux dire aux investisseurs aujourd'hui, c'est que... ça. J'imagine qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Je ne vais pas plomber l'ambiance. Alors, juste avant de regarder, vous disiez c'est l'arbre qui cache la forêt. On va regarder la forêt, bien sûr. Juste avant, sur l'arbre en question, vous disiez que ça a pris 200% sur 12 mois. À partir du moment où la bulle a commencé à dégonfler, on a perdu combien sur ces 3 modèles stars, par exemple? Aujourd'hui, on va dire on a perdu à peu près 120 à 130%. D'accord. Donc il y a une vraie correction. C'est-à-dire on est en train de revenir au prix qui était constaté avant le Covid. D'accord. Voilà. Donc au prix qui, selon vous, est le prix, normal de ce type de pièces. Parce que nous, on a une analyse très simple, c'est Chronos 360 en tant que plateforme. C'est on regarde un peu le marché. On sait qu'une pièce qui est au catalogue, qui a un certain prix pratiqué par les marques, le prix seconde main, on va dire la prime à la disponibilité, elle est de 1,5 fois, voire 2 fois le prix catalogue. D'accord. Voilà. Ouais. Jusqu'à là, c'est chose raisonnable. Et après, vous avez la croissance du marché. Quand vous commencez à dépasser ce ratio, on arrive sur des choses qui sont... Il y a une forme d'exubérance, quoi. Voilà. Alors, vous nous le disiez, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, je vous pose la question. Est-ce que la bulle se constate sur tout le marché des montres de collection? Absolument pas. Le marché est sain. D'ailleurs, quand vous regardez ce marché, moi, j'ai fait l'analyse avant de venir. Quand vous regardez ce marché, vous remontez 10 ans en arrière. Vous auriez acheté n'importe quel modèle Rolex en 2012. Aujourd'hui, elle aurait pris 150%. Sauf la Daytona, du coup. Ah non, même ça aurait marché aussi si avec 15 ans d'ancienneté. Ouais, d'accord. Elle aurait pris 150%, quoi qu'il arrive. Donc, aujourd'hui, on est sur un marché qui prend 10 à 15% par an. D'accord. Qui est extrêmement stable, où il y a une forme de... Comment dire? Vous êtes sur un marché où la pénurie est malgré tout organisée par les marques. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, vous faites le test, vous allez chez Rolex, chez Patek ou Audemars, vous demandez acheter une montre. Bon, on va vous mettre sur liste d'attente. Donc il y a une forme d'organisation de pénurie, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir le produit qu'on veut. Donc foncièrement, on n'est pas du tout sur un marché qui est en train d'exploser, on est plutôt sur un marché qui se maintient et qui a une croissance, qui tient sa place de valeur refuge, comme je suis venu plusieurs fois le dire ici sur ce plateau. Donc ça garde sa place de valeur refuge et donc ça n'a pas... Enfin, je reviens sur ce sujet bulle, mais s'il y avait un afflux de liquidité, en fait, ça a été mécaniquement sur 3 modèles et le reste des modèles qu'on peut trouver sur les différentes plateformes ou en boutique. Donc quand on parle de montres de collection, pas de montres de luxe, de montres de collection, là pour le coup, on n'a pas vu une hausse des ventes particulière post-Covid notamment. Pas du tout. Et en fait, c'est très simple, c'est simple à comprendre. C'est qu'à un moment, cet afflux de liquidité est arrivé sur ce marché par des investisseurs qui ne sont pas des collectionneurs. Donc c'est vrai que quand vous voulez acheter une montre, si vous voulez acheter une montre vintage ou pré-collector qui n'est plus produite, il faut un minimum de connaissances pour avoir le bon produit, le trouver et puis être sûr qu'il soit authentique et tout ce qui va avec. Bien sûr. Acheter une montre moderne qui est encore au catalogue, c'est beaucoup plus simple. Elle sort de boutique, il y a les papiers, il y a la facture. C'est plus facile, c'est plus rassurant. Donc tout le monde allait mécaniquement sur ce type de produit, investissait sur ce type de produit et c'est d'où la bulle qui s'est installée sur ce type de produit. Le reste du marché, aujourd'hui, on a un vrai regain sur le vintage, chose qu'on constate. D'accord. Voilà, il y a des modèles. Qu'est-ce qu'on appelle le vintage en monde de collection? Le vintage, c'est tout ce qui a plus de 25 ans, on va dire. Ouais. Et on va dire le néo-vintage, le pré-collector, c'est tout ce qui est arrêté de production. Et qui a moins de 25 ans. C'est des montres des années 2000, début 2010 et puis fin des années 90. Après, tout ce qui est avant des années 90, vous rentrez sur des pièces, on va dire, vintage, des pièces de collection où il y a très peu sur le marché, avec une valeur, une cote sûre, puisqu'il y a une rareté que le produit n'est plus fabriqué. Du coup, si on regarde la forêt et non pas l'arbre, mais l'arbre, du coup, est ce qui a le plus fait parler, et donc c'est là où les prix ont été les plus impressionnants. Est-ce qu'il y a, du coup, vous constatez potentiellement peut-être une petite frilosité à aller sur les montres de collection du fait de l'arbre? Oui, il y a une frilosité qui est assez importante aujourd'hui. Je peux vous citer 2-3 modèles qui en ce moment ont beaucoup la cote. Vous avez la Omega Speedmaster par exemple, qui est un modèle iconique, qui est la montre qu'on appelle la Moonwatch, qui aujourd'hui prend entre 10 à 15%, a pris 12% de croissance depuis quelques mois. Il y a une vraie demande là-dessus. Vous avez les modèles vintage de Rolex, parce que Rolex a un catalogue très très large. Bien sûr. Donc je vous parlais de Daytona, mais vous avez des Submariner, les références 5513 ou 1680 sont des références qui marchent très très bien. Et puis vous avez des marques comme Tag Heuer avec la Monaco. Vous avez aussi Breitling
Breitling, la Navitimer, il y a pas mal de marques comme ça qui sont des modèles un peu iconiques. La Cartier-Tank, la Reverso de Gégère qui sont en train de reprendre du poil de la bête et puis qui sont restés stables, qui n'ont pas perdu qui n'ont pas eu de baisse sur leur valeur, qui montaient peut-être moins vite et qui aujourd'hui ont une croissance un petit peu plus forte. Mais voilà, ce sont des modèles qui sont bien au rendez-vous et sur lesquels tout le marché est en train de se retourner. Et, on abandonne un peu les modèles stars pour aller vers... D'accord. Enfin, en tous les cas, on abandonne. On attend que les prix redeviennent un peu plus raisonnables pour pouvoir se repositionner, je pense. Voilà. Pascal Paul, combien de temps faut-il garder une montre de collection quand on se lance dans ce type d'achat? Alors effectivement, il y a différentes typologies d'acheteurs. J'imagine qu'il y a le passionné de montres qui veut la garder toute sa vie. Il y a celui qui en achètera qu'une seule et celui qui est plus dans une logique d'investissement. Mais du coup, combien de temps on garde une montre généralement? Écoutez, chez nous, on a constaté quand le taux de rotation, il est d'environ 18-24 mois. D'accord. Ah oui, c'est quand même assez court pour une montre. Quand quelqu'un rentre sur le marché pour acheter un produit, il revend 2 ans après. Voilà. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont dans une logique j'achète pour revendre ou souvent je fais une petite plus-value, mais ça me permet d'acheter un produit, on va dire, d'une gamme plus élevée pour pouvoir constituer une collection un peu plus cousue. Après, tout ça dépend de la typologie des investisseurs. Vous avez des personnes qui achètent, qui ne revendent jamais. D'accord. Voilà, qui constituent une collection parce que c'est leur passion, parce qu'ils veulent constituer un patrimoine qui sera légué à leur famille, à leurs enfants. Donc voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt dans une logique, je prends une pièce, je la porte, elle me fatigue, j'en prends une autre, j'en ai plusieurs. Enfin voilà. Donc je pense que la typologie d'investisseurs joue beaucoup. Mais on est on va dire en 18-24 mois, c'est vraiment le timing où on peut acheter une montre, faire une plus-value raisonnable et remettre en vente pour acheter autre chose. Une dernière question, parce que c'est vrai que quand on évoque le sujet des montres de collection, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent quand même. On parle de Rolex, de Patek Philippe, Audemars Piguet ou encore Tag Heuer. On peut envisager demain voir des nouveaux noms, des nouveaux noms arriver dans les montres de collection. C'est envisageable? Bien sûr, il y en a eu. Vous avez Richard Mille, évidemment, que tout le monde connaît, mais qui est une marque à 20 ans. Voilà, donc dans le monde de l'horlogerie, vous avez... Bien sûr, c'est très jeune. C'est très jeune. Vous avez une marque française qui s'appelle FP Journe, François-Paul Journe, qui est une marque qui est très connue des initiés, qui est une marque à une trentaine d'années et qui a explosé aussi, qui a une cote extrêmement importante. Voilà. Après, vous avez des marques comme Vacheron Constantin, vous avez des marques comme Languezone, comme Breguet, qui sont des marques connues, mais avec des volumes de fabrication de moins de 2000 pièces par an. Donc, voilà, on n'est pas du tout sur du volume grand public. D'accord. Mais donc, ça crée un peu l'effet rareté dont vous nous parliez tout à l'heure, qui était auto-créé par les marques. Exactement. Eh ben, on finira là-dessus. Pascal Paul, merci beaucoup d'être venu nous décrypter un petit peu ce marché des montres de collection. Donc, merci. Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur de Chronos 360. Merci beaucoup. C'est l'invitation, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet du crédit immobilier, avec toujours ce même constat, des augmentations de taux pratiqués par les banques et un taux d'usure qui, lui, augmente moins vite que les taux pratiqués donc, par les banques et un blocage sur un certain nombre de dossiers. Alors le chiffre justement en ce qui concerne le blocage est remis en cause par certaines personnes qui s'expriment sur le sujet. On va essayer de décrypter tout ça ensemble avec Ludovic Usieux, cofondateur d'Artémis Courtage, qui est avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour Ludovic Usieux. Bonjour. Et avec Cécile Roclor, directrice des études d'empruntisme. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour à vous deux. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine. Il y en a des choses à dire sur le crédit immobilier. Peut-être première question pour vous, Ludovic Usieux. J'ai envie de vous poser la question puisque le gouverneur de la Banque de France s'est exprimé sur ce chiffre. 45% de dossiers retoqués par les banques à cause du taux d'usure. Réponse de François Villeroy de Galhau, ce chiffre, on ne sait pas d'où il sort et lui paraît beaucoup trop gros. Est-ce que vous constatez, vous, un dossier sur deux presque qui ne passerait pas à cause du taux d'usure ? Non, ce n'est pas le cas. Il y a une petite polémique sur ces chiffres. Effectivement, chacun commande ces chiffres. Le souci d'abord, c'est qu'il y a moi, je crois tout le monde de bonne foi, mais il y a un problème d'interprétation et de périodicité. Les chiffres qui sont commentés par Villeroy de Galhau sont des chiffres de crédit décaissés, avec un peu de retard parce qu'il faut le temps de collecter les chiffres banque par banque, région par région. Donc, ce sont les chiffres qui ont été décaissés en juillet, de crédits qui ont été initiés en début d'année. Et évidemment, ces commentaires, ils sont déjà dépassés. Nous, on est sur le terrain. On rencontre des emprunteurs tous les jours et les taux
de crédit auxquels on peut emprunter qui ont été évoqués par Villeroy de Galhau n'existe plus. Enfin, le 1,45 en moyenne, c'est déjà de la préhistoire pour nous. Et vous constatez aujourd'hui, on emprunte correctement au-delà de 2% sur 20 ans et plus. Et dans ces cas-là, on se bagarre. Là, on parle du taux, on ne parle pas du TAEG ou on parle du TAEG. On parle du taux initial, du taux d'emprunt, du taux d'intérêt auquel il faut rajouter après l'assurance emprunteur, les frais de garantie, etc. etc. Vous constatez donc beaucoup de refus avec pour objectif dépassement du taux d'usure quand même ou on en constate, il y en a, c'est très difficile de les comptabiliser. Les chiffres qui sont... D'abord, je ne peux parler que pour bien sûr, on va poser la question à Empruntis dans un instant, bien sûr. Les chiffres qui sont transmis, parfois c'est un peu fourre-tout. Dans le nombre de dossiers qui sont refusés, il y a d'abord ceux qui sont refusés effectivement pour cause d'usure, et il y en a, ils sont nombreux, il ne faut pas se le cacher, très loin de 1 sur 2, c'est vraiment pas le cas. Mais il y a d'autres refus aussi. Il y a des refus pour cause de taux d'endettement trop important, parce qu'on ne parle plus du tout des 35% HCSF. Bien sûr. Et le taux des charges sur les revenus, mais ça existe toujours. Et puis parfois, on s'auto-censure aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas le dossier parce qu'on se dit que ça ne va pas passer. Évidemment, on reçoit un dossier avec un certain âge des emprunteurs. Enfin, quand je dis un certain âge, au-delà de 45 ans, c'est pas bien vieux, mais c'est compliqué pour l'assurance. Avec des situations professionnelles un peu compliquées. On sait que le dossier, de toute façon, explosera l'usure. L'usure, on a la décence de ne pas encombrer les back-office des banques sur des dossiers qui, de toute façon, à 50 ou 60 points de base, plus haut que le taux d'usure, vous avez quand même de grandes chances de ne pas le faire revenir à la ligne de flottaison. Donc ces chiffres-là, ils regroupent les dossiers qu'on n'envoie pas, les dossiers qui sont retoqués pour l'usure, les dossiers qui sont retoqués pour des considérations d'endettement. Et je pense effectivement qu'il est surestimé. Il y a toujours des voies pour emprunter aujourd'hui. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas assez d'écart entre l'usure et les taux de crédit, mais il y a toujours des portes de sortie. Cécile Roclor, 2% en moyenne, c'est ce que vous constatez aussi chez Empruntis aujourd'hui. Du coup, ça crée une autocensure dans l'envoi des dossiers ? Alors effectivement, en taux moyen au niveau national, on est à 95% sur 20 ans et à quasiment 2,10 sur 25 ans. Oui, ça crée une pression. Et puis, l'ensemble des médias a beaucoup communiqué sur la hausse des taux qui était rapide, mais en fait, on oublie de dire qu'il reste extrêmement bas. On a connu des taux à 5, 6, 7%. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, je partage ce qu'évoquait Ludovic, c'est qu'en fait, on a un écart entre les taux de crédit, donc sans les accessoires, et le taux d'usure, qui a été divisé par plus de 2 par rapport à un niveau de taux qu'on a connu au printemps 2017. D'accord. Donc, en fait, on a un écart divisé par 2 pour laisser passer de l'assurance et des frais de garantie, tous les frais annexes au crédit. Et cet écart, mécaniquement, il n'est pas jouable. En fait, vous le posez sur le papier. On a quand même beaucoup de primo-accédants qui ont besoin d'emprunter sur 25 ans parce que les prix de l'immobilier ont créé cette tension. Et pour le coup, en fait, quand vous êtes à un peu plus de 2, mécaniquement, 50 centimes, 50 points de base pour faire passer 2 assurances, parce qu'on couvre bien 2 emprunteurs, des frais de garantie, ça ne peut pas passer. Donc oui, il y a aujourd'hui plus de refus qu'hier. Maintenant, je partage là aussi... Donc on n'est pas sur ce chiffre de 45%. Bon, on n'a pas une réalité, on a une réalité de territoire. Il y a des endroits où ça coince un peu plus que d'autres. Et effectivement, on trouve encore des solutions. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même dans un dialogue de sourds ? Alors effectivement, peut-être que 45%, le chiffre a été donné également pour créer une sorte d'effet et qu'on parle du sujet. Mais Cécile Roclor, est-ce qu'on n'est pas dans un dialogue de sourds avec les pouvoirs publics, que ce soit le ministère de l'économie ou la Banque de France, sur le sujet de... les courtiers disent, on a un problème aujourd'hui à faire passer les dossiers donc pour emprunter. Et de l'autre côté, la seule réponse qu'on entend, qui est entendue, c'est non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème aujourd'hui constaté et mécaniquement, quand le taux d'usure remontera, il n'y aura plus de problème non plus. Mais je crains qu'en fait, ce ne soit pas une question de dialogue et d'émetteurs et destinataires de communication. Je pense qu'en fait, c'est une question de stratégie. On a eu depuis de nombreuses années des alertes du HCSF, vous en parliez tout à l'heure, le Haut Conseil à la stabilité financière, qui disait aux banques, vous prêtez trop, la machine du crédit immobilier s'emballe. Il a fallu que le HCSF transforme ces alertes en recommandations, puis en exigences depuis le 1er janvier. Et là, on a mécaniquement un taux d'usure qui vient rajouter une brique de difficulté. Je pense qu'on est plutôt dans une stratégie globale qui vise à dire, puisqu'on n'arrive pas à accélérer sur l'offre, vu qu'on n'arrive pas à jouer sur les prix de l'immobilier, jouons sur la demande et peut-être qu'on aura un assagissement du marché.
Donc on aurait mécaniquement moins de demandes en fait en achat immobilier. Je pense que c'est l'espoir. Alors ça va jouer un peu. De là à ce que ça fasse baisser les prix, je pense qu'on est encore loin du compte. Ludovic Cusio, une question qu'on peut se poser quand même, c'est au 1er octobre, ce taux d'usure va être réaugmenté. Est-ce qu'on peut se dire que, je me doute de votre réponse, mais est-ce qu'on peut se dire que mécaniquement, le problème sera réglé avec une nouvelle augmentation des taux d'usure ? S'il n'y a pas de coup de pouce qui est donné et que c'est la formule légale et mathématique qui s'applique, on va solutionner quelques problèmes, quelques dossiers qu'on a en stock et qui sont quelques centimes, quelques points de base au-delà de l'usure. Donc on va assainir une partie des dossiers qui ne passent pas aujourd'hui et qui passeront le 1er octobre. Le problème qui risque d'être créé, c'est que les barèmes des banques qui nous sont communiqués là déjà à la mi-septembre anticipe déjà cette hausse. Donc on va avoir un problème qui sera finalement le même, peut-être même un peu aggravé parce qu'on a reçu des barèmes de banque qui augmentent plus vite que ce qu'on prévoit comme augmentation de l'usure, aux alentours de 25-30 points de base. Et cette situation, elle va perdurer. Mais les banques, elles sont conscientes qu'il y a un taux d'usure, donc elles sont obligées normalement, dans une stratégie commerciale, parce que ce n'est pas une obligation, mais de prendre en compte ce taux de l'usure pour laisser passer certains dossiers. Après, elles ont leurs conditions de refinancement et elles transmettent des barèmes qui sont des barèmes avec lesquels les marges sont pincées déjà, donc à marge zéro. Elles ne veulent pas perdre de l'argent sur chaque dossier de chaque emprunteur qu'elles financent. Donc ce problème risque de perdurer quelques trimestres, le temps que les courbes des taux d'intérêt et de l'usure se reparallélisent, entre guillemets, même si ce n'est pas français. En tout cas, aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui augmentent très intensément, avec une pente très raide, et on a ce manque d'instantanéité, de spontanéité dans le taux d'usure qui est publié tous les trimestres sur des crédits décaissés, donc on a toujours 6-9 mois de retard, et dans une période où ça augmente vite et fort, les courbes ne s'éloignent pas assez. Et oui, on aura probablement, s'il n'y a pas de coup de pouce et qu'on continue à faire de l'inflation, que les marchés obligataires continuent à être tendus et orientés vers la hausse, on aura probablement quelques trimestres un peu compliqués sur le marché de l'immobilier. Cécile Roclor, c'est envisageable aujourd'hui un nouveau mode de calcul, même temporaire, du taux d'usure, parce qu'effectivement, ça a été demandé il y a quelques mois par la profession. Le gouvernement a dit qu'il y réfléchissait, puis finalement, la réponse a été non. Puis, en début d'année, Bruno Le Maire a laissé entendre que potentiellement, ça pourrait être un sujet sur lequel on pourrait réfléchir. C'est envisageable à court terme, un recalcul du taux d'usure ? C'est toujours envisageable, mais la première étape, elle serait déjà effectivement d'avoir un peu plus de temps réel. On est à l'époque de la data, de l'open data, et on se dit, est-ce que la Banque de France et les banques ne peuvent pas ajuster un peu la méthode de calcul pour qu'au moins on n'ait pas déjà les 3 mois de décalage entre les crédits décaissés et le taux de l'usure. Je ne vous parle même pas effectivement de l'instruction qui remonte à encore plus longtemps, mais déjà être au moins le mois, ça apporterait un peu de souffle au marché. Et puis effectivement un recalcul. Alors on sait qu'on est dans un problème transitoire, vous l'évoquiez, on sait que c'est quelques mois, quelques trimestres. Vouloir modifier fondamentalement quelque chose qui est censé protéger le consommateur, on peut comprendre que ça soit difficile en ce moment. C'était un des arguments de François Villeroy-Gallo, gouverneur de la Banque de France, c'était de dire, entre guillemets, ceux qui s'expriment contre le taux d'usure sont ceux qui veulent vous faire emprunter plus cher. Alors c'est un peu un gros raccourci quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que le rôle du courtier, c'est de trouver les meilleures conditions de financement pour un emprunteur, et que la mise en concurrence, elle a plutôt pour but de faire baisser le coût du crédit que de l'augmenter. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas basculer dans un monde où le consommateur n'est plus protégé. Et en France, on a un bon système de financement parce que le consommateur est protégé, parce qu'il y a de la réglementation. Donc le but, c'est pas de changer le monde. Par contre, de se dire que le monde a changé en termes de temporalité et qu'un taux d'usure, il doit se calculer tous les mois, je trouve que là, on est dans des principes simples et qui déjà redonneraient un petit souffle. Après, je vais être encore un petit chouille plus optimiste, même si les difficultés, elles vont durer. On arrive au mois d'octobre, on a quand même eu 1 ou 2 baisses de barème. Et puis donc il y a des banques qui baissent Oui, parce qu'il y a des banques qui, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, pour des questions de stratégie commerciale, elles se disent non mais on ne va pas quand même continuer. Alors elles avaient des clients. Elles avaient moins pincé leurs marges dans le premier semestre, donc elles ont
déjà pris un peu d'avance, ou en tout cas un peu moins de retard que d'autres en termes de reconstitution de marge, et elles ont envie de conquérir de nouveaux clients parce que là, le 1er octobre, vous instruisez un dossier en banque, potentiellement, c'est de l'objectif commercial 2023, et donc les banques, elles vont être attentives quand même si elles anticipent toutes, nos partenaires nous le disent, une baisse du marché de l'immobilier pour 2023, elles ont quand même pas non plus envie de démarrer mal. Donc il y a du pour, il y a des éléments négatifs, et on va essayer de tirer meilleure partie du marché. Oui, parce qu'il faut avoir en tête effectivement ce décalage entre le moment où on instruit un dossier chez un courtier en prêt immobilier et le moment où réellement on achète, et donc là où on souscrit réellement un prêt auprès d'une banque. J'ai envie de vous poser la même question, Ludovic Guzieux. Est-ce que si... parce que ce que nous a dit François Villeroy de Gallo, enfin ce qu'il vous a dit, mais ce qu'il nous a dit à nous, c'est je ne vois pas d'association de consommateurs ou prendre la parole sur le sujet, et les seuls qui s'expriment sur le sujet sont ceux qui voudraient vous faire emprunter plus cher. Est-ce que c'est ça le sujet ? Non, c'est pas ça le sujet, et je rejoins les propos de Cécile. Je trouve ça un peu, enfin, la ficelle est un peu grosse de se réfugier derrière le camp des emprunteurs et des consommateurs en expliquant que c'est une bonne barrière, etc. Évidemment que c'est une bonne barrière, évidemment qu'il faut de la réglementation. On n'est pas pour supprimer le taux d'usure, c'est très bien. C'est quelque chose qui sert à écarter les pratiques commerciales abusives des banques qui auraient pu prêter à des taux trop importants par rapport à la moyenne d'un certain marché. On demande juste, dans une situation exceptionnelle, un coup de pouce exceptionnel, comme ça a déjà été le cas sur des produits d'épargne, livret A, etc. Quelque chose qui permette de redonner un peu de respiration. Cécile en parlait tout à l'heure. Pour faire stagner ou baisser les prix, il y aurait pu avoir un choc de l'offre, des constructions de logements. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution que de refuser l'accès au crédit à des emprunteurs qui sont parfaitement solvables, qui n'empruntent pas à des taux toxiques quand ils empruntent à 2,20, taux fixe sur 25 ans. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. C'est quand même... on est sur des périodes de taux qui sont... Alors, ça a quasiment doublé là, en 7-8 mois. Mais effectivement, on a commencé ce métier il y a maintenant quelques années, et des taux à 4-5%, ça existait, et ça se passait pas trop mal. Il n'y avait pas de défaillance de paiement. Je ne pense pas qu'on entrera dans une ère où il y aura plus de défaillance de paiement si on prête 10 ou 20 centimes plus cher pendant un trimestre ou deux. Cécile, vous vouliez réagir ? Surtout qu'en fait, on est dans un marché où les gens ont besoin de se loger. On parle d'un besoin primaire, et on voit bien que l'offre de logement à la location, elle aussi, est à la peine. Qu'on va avoir des investisseurs qui vont ne plus pouvoir aller acheter des biens immobiliers qui ne seront plus en location. Et donc, en fait, c'est la double peine, ni propriétaire, ni locataire. Avec, en plus, en toile de fond, on ne l'évoque pas assez, mais les lois qui visent à rendre les logements moins énergivores, donc de la rénovation énergétique à faire, qui passent par le financement. Oui, bien sûr. Une dernière question rapide, Ludovic Guzieux. On a eu un autre courtier sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours qui nous disait qu'il constatait l'arrivée de taux dits progressifs. Alors, ce qu'on pourrait appeler un taux variable, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait revenir en France alors qu'on emprunte aujourd'hui à taux fixe ? On commence à recevoir des barèmes de banque qui font réapparaître effectivement ce type de produit. Alors d'abord, il faut faire beaucoup de pédagogie sur des prêts variables. Est-ce que ça va être une solution industrielle pour contrer ce taux d'usure qui n'augmente pas assez rapidement ? Je ne le pense pas. Et si on reste dans cette logique de protection de l'emprunteur, ce qui est notre cas, c'est notre métier, c'est l'objet social de nos entreprises, je ne suis pas convaincu qu'emprunter, pour pouvoir passer l'usure, emprunter à 1,7 en variable avec une période de fixité de 1 ou 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, avec des probabilités fortes de se retrouver à 2,7 ou un peu plus si la marge est importante, je ne suis pas sûr que ce soit plus protecteur vis-à-vis des emprunteurs que d'emprunter maintenant à 2%. On refera une émission sur le sujet, là c'était juste pour savoir si vous le constatiez déjà un petit peu, mais c'est un peu technique, on réélaborera un petit peu ce sujet ensemble. Merci beaucoup en tout cas Ludovic Guzieux, cofondateur d'Artémis Courtage, et merci Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine décrypter avec nous le sujet et l'actualité du crédit immobilier aujourd'hui. Merci à vous également de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.